Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Émilie. Bonjour. Tu es consultante en développement de l'enfant et aussi spécialiste en réflexe archaïque, ça vous le savez. Aujourd'hui on va parler du frein de la langue, comment on le dépiste et quelles sont les conséquences. Oui, alors frein de la langue, je crois que tous les parents aujourd'hui en ont entendu parler et il y a de grands débats à ce sujet. Faut-il couper, faut-il ne pas couper? Existe-t-il vraiment ces freins de langue? Alors physiologiquement déjà, ils existent. Ouais. On en a tous un, sinon notre langue se baladerait partout Donc qu'est-ce dans que notre c'est bouche. comme ça physiquement? C'est le petit filet que vous voyez, là, je ne peux pas montrer à la caméra. On mettra une photo. Mais il y a, dans une place, et même vous savez tout à fait, vous avez tous un petit filet en dessous de la langue. Et en fait, l'important, c'est pas de savoir si on a un frein ou pas, puisqu'on en a tous un, c'est de savoir s'il nous empêche d'avoir une mobilité complète de la langue. Et donc, s'il l'empêche, c'est ce qu'on appelle un frein restrictif. D'accord. Un frein restrictif, ça peut être un frein qui est trop court, souvent il va être trop court, il peut aussi être trop épais, donc il va empêcher la souplesse, donc la mobilité de la langue, et il se détecte souvent tout petit, mais pas toujours. Ouais. Et disons que les détections se font un peu plus maintenant, mais des générations post 50 ans quand même, on peut en avoir en étant passé complètement à la trappe. D'accord. Alors, l'idée ici, c'est de vous expliquer vraiment très succinctement et de ne pas faire quelque chose d'anxiogène. Bien sûr. Un frein de langue, ça peut être vraiment embêtant pour le développement de l'enfant, puisque si sa langue n'a pas toute sa mobilité, elle va avoir des atteintes donc, dans tout ce qui va concerner la langue. Sauf que la langue, ça concerne plein de choses. Et oui. Déjà, ça va concerner l'alimentation, qu'elle soit au biberon ou au sein. Pour téter, il va falloir que la langue elle puisse faire le job. Exactement. Il faut quand même admettre que au biberon, c'est plus facile de téter parce que on va s'adapter à son bébé en positionnant de plus en plus le biberon complètement à la verticale et donc en faisant couler un flux de lait beaucoup plus facilement dans la bouche du bébé. Donc on peut ne pas le voir parce qu'on va inconsciemment s'adapter et s'ajuster à son bébé pour lui faciliter ça. En allaitement, ça apparaît plus facilement parce que maman a très mal au sein. D'accord. Et puis bébé a du mal à téter, donc potentiellement difficulté à prendre du poids ou un bébé qui est... Voilà, donc ça se détecte plus vite au sein, mais c'est plus adaptable, ça passe plus... inaperçu au biberon. Okay. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a quand même pas, et surtout que ça ne va pas provoquer les mêmes conséquences donc dans d'autres domaines. Là, on a parlé de l'alimentation, on va dire. Mais ensuite, la langue, elle a plein de fonctions, notamment nous faire parler, par exemple. Donc si la langue, elle n'arrive pas bien à se placer et à se mobiliser partout dans la bouche, et notamment en allant jusqu'au haut du palais, eh ben, il y a certaines lettres que vous ne pourrez pas prononcer correctement. Il faut que la langue, elle soit tout là-haut et correctement placée. Ouais. Si bébé, il a son frein qui le gêne un peu, il va continuer à grandir comme ça. Le frein, il va peut-être un petit peu grandir, mais pas plus que ça. Et donc l'enfant, il va adopter des stratégies de compensation pour prononcer ou ne pas du tout trouver de stratégie de compensation tellement il est restrictif, ce frein. Et puis, il va aller vers des problèmes de prononciation. Alors, on va dire souvent qu'on va attendre un petit peu, un petit de 4-5 ans, tout ça, ça peut se rétablir facilement, mais j'invite quand même à aller explorer, parce que voilà, ça peut être des choses qui sont passées à la trappe et on pourra toujours attendre, il ne va pas se passer quelque chose de miraculeux nécessairement. Mais, alors, des fois, si tu veux dire que les enfants grandissent naturellement, le frein prend sa place et la bonne longueur et la bonne épaisseur. Alors, c'est surtout qu'un problème de prononciation n'est pas forcément lié à un frein. Bien sûr. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent se mettre en jeu en grandissant. Et puis, j'imagine que ça se dépiste très facilement visuellement quand même, un frein qui est trop court, non Pas forcément. C'est vachement accessible quand même. Alors, justement, c'est pas très facile à dépister. Si on se contente juste d'un examen visuel, ça, généralement, un médecin, une sage-femme va le voir parce que c'est des freins vraiment qui vont être très attachés là devant, ça se voit. Mais en fait, il y a tout un tas de freins dits restrictifs qui sont soit borderline, soit très très profonds parce qu'ils sont attachés peut-être un peu plus loin et pour autant ils sont courts. D'accord, je vois.
Oui, donc il faut vraiment être spécialisé pour pouvoir le détecter correctement. Il faut être spécialisé, vraiment, et j'invite à savoir quelle formation a été faite par le praticien qui vous dit qu'il a examiné s'il y avait un frein ou pas, que ce soit un personnel médical ou paramédical ou des gens comme moi qui exercent en libéral, parce que un examen de frein de langue, il faut au minimum 1 heure. D'accord. Pour envisager plein de paramètres et savoir s'il est restrictif ou pas. C'est un vrai examen, ça se fait pas lève, où je regarde, c'est bon quoi. Non, et puis on va prendre un certain nombre de curseurs, parce que même si visuellement on a quelque chose par exemple qui pourrait être borderline, on va voir si c'est gênant en définitive. C'est ça. Et si avant on peut faire des choses pour libérer un peu des tensions qu'aurait fait que ce frein qui est limite, finalement c'est un peu figé, alors qu'en libérant un certain nombre de tensions, eh bien on pourrait tout à fait le libérer et continuer la croissance et le développement. D'accord, donc quand tu parles de tensions, c'est des tensions qui sont forcément dans la bouche ou qui sont ailleurs dans le corps? Ça peut être ailleurs dans le corps. C'est ça. Après, quelle est la poule et l'œuf? Difficile de savoir. Exact. Mais il y a souvent des tensions associées au niveau de la ceinture scapulaire, les épaules, le cou, la mâchoire. D'accord, donc en travaillant, je sais pas moi, sur un muscle précis, le frein peut se détendre. Exactement, et laisser sur toute la chaîne. Libre. Ouais. C'est hyper intéressant. Donc, en termes de conséquences, il peut aussi avoir sur l'alimentation. Comme cette langue, elle n'est pas très mobile, elle va avoir du mal à jongler, à emmener les aliments d'un côté à l'autre, à rassembler le bolus alimentaire. Et on peut avoir des enfants qui constituent aussi des difficultés à manger, ou alors qu'on va faire passer pour des enfants difficiles, des enfants petits mangeurs. Et aussi, une piste à creuser, ça serait de voir s'il n'y a pas un frein, parce que si la langue n'est pas assez mobile, l'enfant, il n'est pas bête, hein, il sait qu'il risque de s'agglutiner plein de nourriture, de s'étouffer, d'en faire baver, que c'est un truc compliqué pour lui. Et si la langue n'a pas été explorée un peu partout, comme ça, en jouant, parce qu'elle est très mobile, ça je parle de choses qui vont se faire au bébé, hein, voilà, quand il est au chai, etc., sensoriellement, les capteurs n'ont pas forcément été tout à fait réveillés. Donc mettre des choses dans la bouche, différentes textures, ça peut être aussi compliqué parce que cette langue n'a pas fait le job avant de balayage. Ah oui, d'accord, oui. Donc ça peut susciter des angoisses chez l'enfant, ça peut vraiment être un terrain traumatique, quoi. Pour certains, ça va être traumatique. Les parents disent mange, si tu manges pas, tu seras puni, donc l'enfant se force, machin. Et je me rappelle d'une histoire d'une petite fille qu'on m'avait racontée qui mangeait très lentement, 2 à 3 heures chaque repas. Les parents n'en pouvaient plus, ils étaient extrêmement bienveillants. Un jour, ils l'emmenaient chez le docteur et elle avait des amygdales énormes. Donc ça ne pouvait pas passer à la hauteur de quelqu'un qui a des amygdales de taille normale. Donc c'est vrai que des fois, de faire un petit point avec des professionnels de santé, ou toi, là, spécialiste du frein de la langue, ça pourrait soulager des heures et des heures de repas fastidieux, quoi. Complètement, parce qu'en plus, tu ouvres quelque chose de très intéressant, c'est qu'une autre grande conséquence d'un frein de langue, ça peut impacter la respiration. On dirait quel est le lien entre la langue et la respiration. On ne respire pas par la langue. Si, plus ou moins. Elle participe, elle fait partie d'une zone importante. En fait, c'est surtout qu'elle doit fermer la bouche pour pouvoir respirer par le nez. Exactement. Et si notre langue, elle n'est pas très mobile, qu'elle n'est pas très musclée, etc., elle va tendance à emmener par différents mécanismes la bouche peut-être un petit peu aussi en hypotonie, on va dire, un petit peu molle, ou alors elle ne va pas remonter au palais pour favoriser, si vous voulez, la langue, elle va bloquer un mécanisme qui va dire au nez, respire. Donc c'est ce qu'on appelle la respiration nasale, qui est essentielle et fondamentale. Et si on se met à respirer par la langue, par la bouche, une des pistes à creuser est de savoir s'il n'y a pas un frein qui invite à ça. Et donc si je respire par la bouche, je ne vais pas correctement éliminer les microbes qui sont filtrés par les petits poils du nez. Je vais avaler de l'air trop froid. On va se réveiller fatigué aussi. Parce qu'on risque à force de ronfler. Les amygdales vont enfler parce qu'elles se prennent sans arrêt des courants d'air. Et voilà, et c'est plein de cercles vicieux. Et donc je développe aussi j'ai pas développé, mais j'étends sur tout ce qui est respiration de nuit. S'il y a des ronflements, des problèmes de réveil fatigué, éventuellement énurésie, ça peut être aussi des signes. Tous les troubles du sommeil. Une piste, c'est aussi le frein de langue. Qui peut ne pas être la seule, mais c'est une piste à creuser. C'est hyper intéressant. On va finir par qu'est-ce qu'on fait quand on a dépisté ça? Alors, j'ai bien compris qu'il pouvait y avoir une rééducation, qu'il pouvait y avoir un travail fait sur le reste du corps. Est-ce que couper le frein est une solution?
Si après donc, ces exercices faits, donc voilà, c'est ce que tu as dit, on va faire des exercices déjà qui vont un petit peu détendre l'ensemble du corps, remettre les chaînes en équilibre si c'est trop tendu d'un côté ou pas assez musclé de l'autre, et on va y aller directement sur ce frein. Donc, il y aura des choses à faire en dessous la langue complètement pour les travailler, les tirer, l'assouplir. Si avec un bon praticien qui est bien formé, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'amélioration, on peut effectivement envisager ce qu'on appelle une frénectomie, qui est de faire une incision dans ce frein afin de lui laisser plus de liberté et l'inviter à se déployer. D'accord. C'est quelque chose qui peut se faire à tout âge. Il y a des âges qui vont être plus recommandé, plus propice. Ça, c'est une évaluation avec le praticien qui travaillera rarement tout seul. Hein. C'est généralement une équipe ostéo, réflexe archaïque, consultant dans lactation s'il y a toujours un allaitement. Et la cicatrisation se passe rapidement, la langue, la bouche, on l'utilise tout le temps, donc c'est compliqué. C'est long et pas long. Ouais. C'est toujours trop long. Il faut compter 1 à 2 mois quand même. Ah ouais. Donc dans le quotidien, c'est quand même long. Voilà, dans une vie. Mais pour un bébé, surtout qui doit manger toutes les 3 heures avec des parents qui Alors pour les bébés, ça peut ne pas changer grand-chose à leur vie, donc parce que c'est surtout les parents qui vont devoir faire les exercices. J'imaginais surtout la douleur. Est-ce que voilà, en fait on n'a pas nécessairement mal. D'accord, ok. C'est pas, il n'y a pas forcément de nerf en dessous la langue. Donc vous allez avoir une douleur s'il y a un nerf et qu'on atteint un nerf. Mais la langue, elle n'est pas tellement énervée. Donc surtout chez un bébé, il peut ne avoir quasiment aucune douleur. Et comme ça, la langue est libérée, des fois, du jour au lendemain, eux, ça leur change la vie. Oui. Pas toujours. Mieux manger. Et chez des plus grands, oui, on va quand même avoir des douleurs, mais comme une dent arrachée, c'est pas agréable, ça se gère. C'est quand même pas facile. On met des antidouleurs. Ce que tu dis et ce que j'entends là, parce que j'y connais absolument rien avant qu'on fasse cette vidéo, c'est que il y a quand même un accès de travail en interne et autres avant de penser tout de suite à la chirurgie. Oui, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Hein. Sauf qu'il y a peut-être des cas quand même assez exceptionnels où tu dis, là, il n'y a qu'une chirurgie qui pourra... Généralement, ceux-là, en fait, la sage-femme et le docteur l'ont quand même vu avant, en fait, quand ils sont très visibles. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai un point de vue peut-être plus particulier, mais je ne suis pas la seule à le partager, qui est que si on peut éviter cette opération, on évite. Et dans mon expérience, on en évite beaucoup. Majoritairement, je n'en vois pas en frénectomie. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Merci pour ces lumières, Émilie. Et bien de rien, j'espère que ça vous a éclairé aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite avec des sujets passionnants. Au revoir. Au revoir.